passe la parole au professeur Éric Serra qui va nous parler de douleur et fatigue chez les patients en cancérologie. Donc là, on a vu la douleur chronique. Là, on va parler de douleur, de fatigue en cancérologie. Puis on verra après sur la douleur non cancéreuse et quel est l'apport de ces interventions non médicamenteuses dans les soins de support. Merci à vous pour voilà, le temps que vous voulez, mais ça va rentrer dans les 30 minutes. Bien, je vous salue tous pour ce congrès particulier en distanciel autour de la thématique des soins de support. Et on va voir la place tout à fait importante prise en cancérologie par les traitements non médicamenteux, par les interventions non médicamenteuses. Mes liens d'intérêt, eh bien j'en ai quelques-uns, puisque je suis en lien avec des sociétés, des startups qui travaillent dans la e-santé ou dans les thérapeutiques digitales, mais aussi avec des associations tout à fait intéressantes, hein, puisqu'on peut y trouver le CUMIC, et nous avons effectivement en médecine intégrative et complémentaire un intérêt autour des thérapeutiques non médicamenteuses, mais aussi par des enseignements que j'assure dans ma faculté ou d'autres. Le plan que je vais aborder auprès de vous va m'amener à poser trois questions. D'une part, essayer de voir ensemble quelle est la place des interventions non médicamenteuses en cancérologie, puis quelle est leur efficacité, et enfin quel avenir peut-être pour ces interventions. La cancérologie, c'est un peu 350 000 cas nouveaux par an, c'est la première priorité de santé dans notre pays. Ce sont des hôpitaux spécialisés, les centres de lutte contre le cancer, qui sont présents à peu près partout, mais aussi un certain nombre de services de cancérologie autorisés. La cancérologie, c'est aussi de la haute technicité, la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, avec des exigences techniques très élevées, mais c'est aussi la cancérologie, depuis quelques années, des soins non spécifiques qu'on appelle les soins de support. Ces soins de support, c'est l'ensemble des soins et soutiens que l'on propose aux malades du cancer, aux personnes concernées par le cancer. C'est plus une organisation coordonnée de compétences qui était présente dans les établissements de santé parfois depuis des années, organisations et compétences qui sont aujourd'hui, il faut le savoir, enseignées aux étudiants en médecine, qui font même l'objet de programmes dans le cadre des examens ou des concours. Les objectifs de ces soins de support, c'est une meilleure qualité de vie pour le patient, la recherche d'une approche globale. Tout cela a été largement voulu par les patients, mais aussi par quelques pionniers. C'est aussi pour les soignants travailler dans une interdisciplinarité, et on peut obtenir ou atteindre ces objectifs en appliquant un certain nombre de référentiels de sociétés savantes, parmi lesquels il faut citer l'Association francophone de soins oncologiques de support, l'AFSOS, qui est dans le monde une des associations les plus actives en matière de soins de support. On en reparlera. Le contexte national, sont les usagers. Via la Ligue nationale contre le cancer en 1999, qui cherche à mettre à la première place l'usager qui nous dit, en gros, en cancérologie en France, on est vraiment bien pris en charge. On le sait, la cancérologie est une technique, est une spécialité très poussée dans notre pays, mais on aimerait bien, et ce sont les mots utilisés par les patients en 1999, on aimerait que vous soyez gentils avec nous. Et en fait, les patients réclamaient à ce moment-là un peu de considération, d'attention, de bienveillance, de ne pas être seulement une ligne de chimiothérapie. Et cela apparaît dans le premier plan cancer 2003-2007, puisqu'il y a une mesure, la mesure 42, qui pose l'existence des soins de support, qui impose les soins de support en cancérologie, soins de support qui sont définis par une circulaire publiée en 2005. Et j'ai eu la chance, moi, de participer au groupe de travail ministériel sur les soins de support en 2004, où on a cherché justement à établir ce qu'étaient les soins de support en les comparant, mais aussi peut-être en les distinguant des soins palliatifs. Cette place des soins de support est affirmée dans les plans cancer successifs. Elle est affirmée y compris dans l'après-cancer, puisque aujourd'hui on guérit de plus en plus de cancers. Eh bien, que fait-on? A-t-on besoin de soins de support après un cancer? Et dans le dernier plan cancer, on va même plus loin, puisque on nous dit qu'il faut d'emblée
dès la consultation, dès le dispositif d'annonce, de diagnostic, détecter, donc il faut détecter systématiquement les besoins en soins de support qui sont parfois évidents pour un pauvre patient célibataire souffrant d'un cancer ORL et présentant malheureusement plusieurs addictions. On sent que le pronostic va être difficile, qu'il va falloir un accompagnement. Mais c'est aussi la possibilité de discuter l'indication des soins de support dans des réunions de concertation pluridisciplinaires, les RCP, qui fondent la clinique et la décision thérapeutique en cancérologie. Et puis c'est plus loin que ça encore, c'est que pour être agréé, un service de cancérologie doit nécessairement délivrer des soins de support. Un contexte régional, juste pour faire un petit cocorico là-bas dans le nord, en Picardie, pour vous dire que dans cette région, on a été, même si on ne disposait pas de centre de lutte contre le cancer, on a été préoccupé dès 1999-2000 autour de cette problématique des soins de support. Et cette préoccupation existe toujours puisque l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, en janvier 2018, tout récemment, faisait encore une enquête sur les soins de support dans les établissements de santé, où on voit que ces soins de support sont disponibles, pas toujours structurés, et parfois choisis en fonction des possibilités locales, pas forcément choisis en fonction des données de la science. Nous avons structuré dans mon établissement les soins de support et vous voyez cette marguerite qui offre aux patients toutes les possibilités depuis le dispositif d'annonce, l'accompagnement psychologique, les groupes de relaxation, l'activité physique adaptée. Il n'y a pas de soins de support sans activité physique adaptée. Toutes les problématiques de diététique et nutrition, l'accompagnement social et bien évidemment certains autres piliers comme la douleur ou les soins palliatifs. En résumé, le cancer est une priorité, les soins de support sont une nécessité et ces soins de support reposent, vous l'avez compris avec la marguerite précédente, reposent sur les interventions non médicamenteuses. Quelle efficacité de ces interventions en cancérologie, peut-être un peu plus particulièrement sur la douleur ou la fatigue. Alors, douleur et fatigue, une définition que vous avez vue hier, je ne vais donc pas détailler, nouvelle définition de l'IASP qui date de cette année, qui pose la douleur comme un phénomène biopsychosocial qui appelle un traitement plurimodal, interdisciplinaire. Et dès les premières années, moi, quand j'ai commencé à être formé en matière de douleur, il y a quelques années, on nous parlait d'emblée de la nécessité, avec autant d'importance que les médicaments antalgiques, d'utiliser la relaxation, les activités physiques, la neurostimulation transcutanée ou TENS, les approches cognitivo-comportementales. On pourrait établir une définition comparable de la fatigue. Alors là, j'ai fait comme un citoyen, je suis allé sur Google et qui m'a donné la définition de l'assurance maladie. La fatigue qui, là aussi, est définie comme un phénomène pluridimensionnel, physique et intellectuel. On reste fatigué, même après un repos qui normalement devrait réparer cette fatigue. C'est un motif de consultation fréquent en médecine générale, c'est un motif très habituel de plainte en cancérologie, mais pour la fatigue, comme pour la douleur en médecine, en tout cas en première ligne, ce qui compte souvent, c'est la cause. On cherche la cause pour la traiter et il est vrai que les patients peuvent parfois se sentir un peu disparaître derrière une quête étiologique. La fatigue, c'est donc le symptôme le plus fréquent, mais ce n'est pas un symptôme facilement curable. En tout cas, il y a quelques années, on en était là, alors que la douleur, elle, qui est très fréquente également, vous voyez dans les phases évoluées, 6 à 9 patients sur 10 peuvent endurer cette douleur, on sait mieux la traiter, en tout cas on espère. Il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup de douleurs séquelaires, c'est-à-dire que même quand on est guéri, on garde malheureusement des séquelles des traitements, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, avec des douleurs qui sont, une fois sur deux, des douleurs complexes, associant plusieurs mécanismes. On en reparlera un petit peu. L'activité physique adaptée, voilà quelque chose d'important. Ça a fait l'objet d'ailleurs de communication au congrès de la SFETD il y a une semaine.
Elle est efficace sur les douleurs liées au cancer et en particulier dans ces douleurs qui accompagnent le cancer du sein par l'utilisation d'anti-aromatases. C'est efficace, les activités physiques adaptées, également sur la fatigue. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il y a encore 15 ans, on ne savait pas traiter la fatigue. Maintenant, on sait mieux la traiter, entre autres avec l'activité physique adaptée. Et on peut même l'utiliser après le cancer, puisqu'elle a des impacts sur le pronostic, sur la qualité de vie, sur les rechutes. Quand les gens ont des activités physiques adaptées, après avoir eu un cancer, ils font moins de rechutes que les autres. On pourrait citer quelques gymnastiques chinoises comme le tai chi, euh, ou bien aussi, alors on voit par contre là très peu de travaux sur la neurostimulation. Ça aurait déçu notre ami Guillaume Léonard. Peu de publications sur la neurostimulation en cancérologie, alors qu'on sait que c'est une technique tout à fait intéressante, notamment dans ces douleurs très difficiles à traiter que sont les douleurs par mécanisme neuropathique. On aurait pu parler de la moxibustion, mais je voudrais vous parler plus de l'acupuncture. Alors là, il y a énormément de publications sur l'acupuncture, largement soutenues par un courant de médecine chinoise, par nos collègues chinois, mais aussi par des cancérologues sino-américains. L'acupuncture est largement utilisée. Elle était pourtant, il y a encore quelques années, décrite dans une revue Cochrane en 2012 comme insuffisante par rapport à la douleur. Les dernières revues, les dernières méta-analyses semblent un peu plus encourageantes. On a l'impression que c'est un peu plus efficace. Mais ce n'est pas efficace seulement pour la douleur, c'est efficace pour des symptômes qui sont très très gênants dans les débuts de prise en charge de la cancérologie, c'est-à-dire les nausées et vomissements, mais ça peut être efficace pour d'autres symptômes et on voit réapparaître les fameuses arthralgies sous anti-aromatase qui donnent des syndromes douloureux diffus qui ressemblent à de la fibromyalgie et même pour une certaine efficacité dans les neuropathies induites par les chimiothérapies. Des traitements donc plutôt corporels, les traitements psychocorporels, on est autour de l'hypnose et la relaxation. On ne va pas rentrer dans des débats, n'est-ce pas, des écoles de relaxation et même des écoles d'hypnose. Mais dans l'hypnose, il faut retenir notamment, et ça c'est au quotidien absolument indispensable, que l'hypnose ou une communication thérapeutique inspirée de l'hypnose se révèle tout à fait efficace dans la douleur aiguë. Tous les professionnels de santé devraient apprendre l'hypnose et devraient l'utiliser dans les soins au quotidien. Quant à la relaxation, ce que j'ai découvert, c'est qu'il doit y avoir des effets de mode. Il y a quelques années, on parlait surtout de la relaxation de type Schulz. Et puis là, on est dans une relaxation qui est une relaxation musculaire progressive, la PMR, qui, à mon avis, s'apparente plutôt à une relaxation de type Jacobson. Et les dernières années, les publications se font autour de ce type de relaxation un peu dynamique, plus musculaire, je dirais. Mais là aussi, vous le voyez dans les articles que je cite sur cette diapositive, cette relaxation est associée à d'autres techniques, la réflexologie, la méditation pleine conscience, l'imagerie guidée, qui les unes et les autres peuvent elles-mêmes avoir une efficacité. Et il est du coup difficile de mesurer cette efficacité, efficacité sur la douleur, sur la fatigue, sur la qualité de vie, et même parfois sur les styles psychologiques, le coping qui peut évoluer grâce à ces techniques. On parlera bien sûr du yoga, le yoga qui a fait parler énormément en matière de cancérologie, efficace sur la fatigue, mais vous voyez apparaître surligné en violet ou en mauve le terme d'inflammation, j'en reparlerai. Et puis l'art-thérapie, enfin, l'art-thérapie, avec notamment la musicothérapie, on a un certain nombre de travaux autour de la musicothérapie avec une revue Cochrane en 2016 qui montre une efficacité de la musicothérapie dans l'anxiété, la douleur, la fatigue, la qualité de vie, mais même la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la tension artérielle. Et résultat, en matière de techniques plutôt psychocomportementales, on pourrait parler d'alliances thérapeutiques, d'apprentissage, de relations soignant-soigné. Je voulais attirer votre attention sur deux points, qui sont des points peut-être un petit peu proches d'ailleurs, mais dont on parle récemment. L'empathie.
où on voit que les professionnels de santé qui utilisent des techniques d'empathie, c'est-à-dire un discours accompagnant et bienveillant à l'égard du patient dont ils s'occupent, a un impact sur une douleur. Et ça, c'est une publication de European Journal of Pain en 2017. On a, dans une approche assez proche, autour du support social, une publication là aussi dans une revue de haut niveau, Pain en 2019, avec des équipes francophones. Je ne sais pas si elles ne sont pas d'ailleurs de Montpellier. On s'aperçoit que tout simplement tenir la main pendant un soin réduit la douleur. On pourrait ensuite aborder les psychothérapies, mais vous savez que dans le domaine de la douleur et de la médecine, c'est surtout les thérapies cognitivo-comportementales qui font l'objet de très nombreuses publications avec un impact sur la fatigue, en sachant que c'est depuis quelques années, surtout au sein de ces thérapies, les thérapies de pleine conscience, la méditation, les thérapies d'acceptation et d'engagement qui sont vraiment les plus décrites et les plus testées, avec un impact sur la santé physique et mentale. Enfin, les traitements ou le contexte social ou éducatif, en évoquant dans l'éducation thérapeutique du patient l'impact favorable sur la fatigue, en évoquant l'intérêt des groupes de patients. Alors, pour les groupes de patients, il faut faire attention. Si on suit bien ce que nous racontait il y a quelques années Coloca Benedetti, les pairs sont intéressants s'ils sont rassurants. Il peut y avoir des groupes de patients tout à fait corrosifs, négatifs. Il faut que les patients soient entre eux bienveillants, mais cela s'apprend et il faut accompagner les groupes de patients. Les associations d'usagers sont aujourd'hui indispensables dans notre paysage sanitaire. Les proches, on voit que l'AFSOS a même fait des recommandations pour trouver la place des proches. En faisant ma biographie, j'ai même trouvé dans les procédures thérapeutiques une mise au vert, le green care. Vous voyez, envoyer les gens à la campagne, apparemment, pourrait être bien. Et puis, on aurait pu développer, mais moi, je ne vais pas le faire ici, tout ce qu'il y a autour de la e-santé et des digital therapeutics, avec notamment la réalité virtuelle qui nous a été présentée hier par Pierrick Poibeau et qui avait été présentée la semaine précédente par Serge Marchand au congrès de la SFETD. Alors, quel avenir pour les INM là, peut-être en 2-3 minutes, en cancérologie. Est-ce que c'est une innovation? Ça a été une innovation. On a défini un panier de soins de support. Il faut que tous les services de cancérologie proposent un certain nombre de soins de support. Cela a pris son essence ou son départ dans une publication fameuse dans le New England Journal of Medicine en 2010 sur l'impact des soins palliatifs sur la qualité de vie des patients. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'après-cancer. Tout ça, certes, doit être encore validé. J'en profite pour attirer notre attention une nouvelle fois sur l'importance de surveiller, d'encadrer les dérives éventuelles, le charlatanisme, voire même les dérives sectaires. Et nos patients souffrant de cancer en phase notamment évoluée sont des victimes toutes désignées. Quand plus rien ne va, on cherche l'espoir n'importe où. Et ça peut être terrible. Ces INM efficaces nous ont interrogés, on l'a vu lors de certaines interventions, certaines communications sur le dualisme du corps et de l'esprit. Mais je voulais revenir, moi, sur l'efficacité du yoga. En effet, un de mes collègues, il y a quelques années, cancérologue, en me croisant dans le couloir, me dit, Eric, il faut absolument qu'on mette en place des cours de yoga en cancérologie, c'est absolument indispensable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des publications de haut niveau qui montraient l'impact du yoga, et c'est notamment cette publication dans le Journal of Clinical Oncology en 2014 qui montre l'impact du yoga sur la fatigue, qui est un de ces symptômes difficiles à traiter, mais vous le voyez, même sur des stigmates de l'inflammation. Alors ça a soufflé tout le monde, et notamment les cancérologues, et certains disaient, il faut que ça soit une obligation, donc le yoga. En faire une obligation simplement fondée sur l'évidence de la médecine serait méconnaître le fait qu'il y a des méthodes proches qui peuvent être, elles également, et
bénéficiaire pour le patient, c'est méconnaître aussi la variabilité de ces méthodes thérapeutiques et des sujets eux-mêmes. Ce qui est attendu, c'est une amélioration du niveau de preuve de l'efficacité de ces interventions non médicamenteuses. C'est peut-être, moi je pense qu'il faudrait qu'on travaille là-dessus, les facteurs d'efficacité justement ou de non-efficacité de ces traitements. Et là, on retrouverait tous les travaux qui sont faits en psychologie, par exemple de la douleur, sur les stratégies d'ajustement, le coping, avec notamment le fameux catastrophisme, qui débouche d'un point de vue de la formation des soignants et de la relation soignant-soigné sur l'intérêt de l'alliance, l'intérêt de la motivation, l'intérêt de stratégies, par exemple la méditation. Ce qui est attendu, c'est une meilleure articulation des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Vous savez peut-être qu'en cancérologie, les chimiothérapies, elles sont faites aussi après l'avis du nutritionniste. Dans certains cas, on est obligé de passer en diététique avant de pouvoir bénéficier de certaines chimiothérapies. Ce qui est attendu, c'est une meilleure information, une meilleure formation des usagers, des professionnels, une diversification de l'offre, mais qui est vraiment en cours. J'en profite pour faire une petite publicité sur un diplôme universitaire que nous avons créé à Amiens en 2015 sur les thérapies non médicamenteuses dans leur ensemble. En conclusion, une nécessité des soins de support, on l'a entendu, mais une chance pour les usagers de bénéficier de ces soins de support, une chance pour les professionnels, une chance pour les interventions non médicamenteuses qui pourront être mieux validées, mieux employées. Et pour les professionnels, j'insiste, avoir des professionnels du coup éclairés et mieux soutenus grâce à ces stratégies non médicamenteuses, grâce à une formation autour de l'alliance thérapeutique, du support social, une formation aussi en hypno-analgésie. J'en profite pour attirer votre attention sur le concept d'apprentissage, l'apprentissage qui n'est pas qu'un concept psychologique ou éducatif, mais qui est un concept biopsychosocial qui sous-tend la compréhension et la prise en soin en santé et qui pourrait aussi supporter d'ailleurs nos interventions non médicamenteuses ainsi que la médecine intégrative. Et c'est ma dernière diapositive de conclusion où je reprendrai ce que j'avais noté dans un éditorial de la revue Douleur en 2017, les interventions non médicamenteuses ou les traitements non médicamenteux. Il faut les utiliser, pour ça il faut les connaître. Pour les connaître, il faut se former. Il faut former des gens à des pratiques qui sont validées, et c'est validé par la recherche. Merci à l'ICEPS, merci à l'INSERM aussi qui s'en préoccupent. Un usage au quotidien avec des professionnels et la nécessité, l'intérêt de pouvoir prescrire ces traitements, de les évaluer au sein d'une médecine personnalisée et de protéger le patient des éventuelles dérives. Je vous remercie. Merci Eric pour ce topo passionnant. On voit qu'il y a une offre qui est pléthorique. Peut-être, moi j'ai même appris la moxibustion. Alors je suis allé regarder, c'est la chaleur par les points d'acupuncture. J'en avais jamais entendu parler. Le green care aussi, qui est très à la mode en cette période de pandémie. Donc il y a vraiment une pléthore d'offres, d'où l'intérêt de trier, quoi, de faire un peu la boussole, parce que sinon c'est très compliqué pour les professionnels et surtout pour les patients avec toutes les dérives que tu as évoquées. Tu parlais du plan cancer 2005, c'était il y a 15 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'à date, tous les patients, tous les services de cancérologie sont à même de proposer une offre de soins de support? Alors, complètement, on ne peut pas être accrédité en service de cancérologie si on n'offre pas de soins de support. Donc les trois plans cancer successifs ont conforté la place des soins de support et les ont rendus obligatoires. Parce qu'il y a des initiatives, et je pense à une initiative intégrative, je ne sais pas comment on dit, qui s'appelle l'Institut Raphaël, dont je pense vous avez entendu parler, etc., et qui a été montée par le privé, hein, par la cancérologie libérale et en particulier Alain Toledano. Cet Institut Raphaël paraît assez innovant et beaucoup plus innovant et beaucoup plus intégré que ce qui est proposé par l'hôpital public. C'est-à-dire que l'offre de soins peut être poussée à un niveau tel que cela est fait dans cet institut. Et
je crois qu'on peut être jaloux de ce qui est fait. Oui, oui, c'est très très bien. Voilà quelqu'un d'intelligent qui offre aux patients, à ses patients et à de nombreux patients, des possibilités d'accès aux soins de support d'une façon très élaborée. Je pense que certains centres de lutte contre le cancer disposent de tels plateaux techniques. Ça n'est pas le cas, bien sûr, de tous les services de cancérologie, mais en gros, les usagers ont accès à la plupart de ces offres de soins de support. Quid du financement de ces soins de support, aussi bien le financement pour les structures que la prise en charge par les patients et par les complémentaires ou l'assurance maladie? Dans les établissements de santé, c'est une MIG spéciale. Alors, les MIG ont eu quelques. Ils sont en intérêt général. Hein. Voilà, des missions d'intérêt général, c'est-à-dire qu'on donne de l'argent, c'est une subsistance du budget global qui semble indispensable pour certaines activités transversales, complexes à évaluer. Maintenant, quand on quitte l'établissement de santé, on est confronté à la nécessité de se tourner en général vers le privé pour cette offre de soins. Et on ne trouve pas si facilement que ça des professeurs d'activité physique adaptée. Il faut payer le psychologue en ville et ce n'est pas remboursé par l'assurance maladie, même s'il y a des propositions qui sont faites au sein des réseaux de cancérologie d'accompagner certains patients pendant quelques mois en prenant en charge leurs consultations de psychologie qui font partie des consultations les plus fréquemment sollicitées. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il faut structurer l'offre? Certaines techniques sont évaluées, d'autres restent à évaluer, mais celles qui sont évaluées, l'étape d'après, ça serait de structurer la prise en charge pour le coup. Oui, oui, alors l'étape L'étape d'après. à laquelle tous les usagers aspirent, c'est que l'assurance maladie prenne en charge. En fait, l'assurance maladie s'est tournée, on sait l'évolution de notre système de santé, plutôt vers les mutuelles. Et les mutuelles, doucement, prennent en charge un certain nombre de ces soins non spécifiques, de ces soins de support dans un certain nombre de maladies. Très bien, merci beaucoup. Il y a une question, serait-il possible d'avoir accès à la présentation qui est pleine de références intéressantes? Peut-être donner l'email. Donc sierra.eric@chu-amiens.fr. Voilà, sierra.eric@chu-amiens.fr, c'est ça? Exact. Voilà, très bien. Merci beaucoup pour cette présentation.